Bonsoir. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous les participants qui sont déjà en ligne. On a encore quelques personnes dans la salle d'attente que nous sommes en train d'autoriser. Bonsoir également à ceux qui nous suivent en direct de la page Facebook de Reflet Consulting. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons cet après-midi à notre webinaire sur l'expérience client. Je vais présenter de manière assez succincte le cabinet Reflet Consulting, donc qui est un cabinet spécialisé en branding, donc en développement d'image de marque, dont je suis la directrice générale, Madame Jeanne Sissoko-Zézé. Nous aidons les entreprises à se positionner, donc avoir un positionnement assez solide, qui les permet donc de se différencier, de se démarquer des concurrents et de se connecter surtout à leur cible de clientèle. Et nous mettons un accent particulier sur l'expérience client, donc un accompagnement aux entreprises dans l'élaboration de leur stratégie d'expérience client, parce que c'est important, c'est très important pour une entreprise de s'assurer de la satisfaction de ses clients et au-delà de les enchanter et donc s'assurer de la fidélisation de ses clients qui deviennent par ailleurs des ambassadeurs de la marque et qui sont enclins à recommander à leurs proches qui ont besoin donc du produit, du service qui est commercialisé par la marque en question. Et nous voyons avec l'évolution, avec la dureté de la concurrence, l'imprévisibilité du marché, à quel point il est important de mettre le client et la satisfaction de ses besoins au centre de la stratégie de l'entreprise. C'est ce qui permet à l'entreprise d'avoir une croissance assez continue en termes de part de marché et en termes de chiffre d'affaires. Donc, nous avons donc prévu au niveau du cabinet Reflet Consulting une série de webinaires sur l'expérience client pour permettre donc aux différents acteurs du marché d'avoir une meilleure connaissance de ce que c'est que l'expérience client, comment mettre en place une stratégie d'expérience client, comment passer de la qualité de service à la satisfaction des clients et à l'expérience client, parce que c'est un niveau au-dessus. Comment mettre en place un parcours client qui soit simplifié, qui soit optimisé et qui permet donc aux clients d'avoir une expérience la plus mémorable possible. Et donc, ce premier webinaire que nous aurons aujourd'hui va porter de manière spécifique sur le management de l'expérience client. Et nous avons le plaisir d'avoir comme animateur de ce webinaire M. Lionel Meyer, qui est un spécialiste je trouve ça très beau, de la création de valeur ajoutée émotionnelle et relationnelle par l'humain et pour l'humain. C'est véritablement un état d'esprit qui résume la position dans laquelle devrait être une entreprise qui veut véritablement se connecter au cœur de sa cible. Donc, M. Meyer a aidé donc, pendant ces dernières années de nombreuses entreprises à réussir donc, leur processus de satisfaction client. Et je vais donc le laisser se présenter et nous dire à peu près ce qu'il fait au sein de son entreprise, donc LM Consulting. Donc, M. Meyer. Merci Jeanne pour cette présentation. Une nouvelle fois, je vous remercie, je vous souhaite bonsoir et c'est un honneur pour moi de passer cette petite heure avec vous et je vous remercie du temps que vous me consacrez. J'espère que ce sera un investissement utile et que vous ressortirez de cette heure avec peut-être quelques clés, une meilleure compréhension, quelques exemples. En tous les cas, moi, ça fait 25 ans, et je vais y revenir dans quelques minutes, que je me passionne pour l'expérience client et que j'accompagne de très, très belles entreprises en France essentiellement, où je suis basé. Vous l'avez vu au travers de mon fond d'écran, je suis basé en plein cœur de Paris. Et Jeanne m'a demandé de parler justement de cette passion au travers d'une présentation qui devrait vous permettre, encore une fois, d'essayer de comprendre quelques clés, quelques éléments et d'avoir une vision peut-être un petit peu différente de l'expérience client à l'issue de ce webinaire. Je vais donc prendre la parole pendant à peu près 30 à 45 minutes et puis après, j'espère que vous aurez quelques questions. D'ailleurs, vous allez pouvoir les poser tout au fil de mon intervention. Et Jeanne,
prendra note dans le cadre des discussions et on fera le porte-parole et le modérateur à la fin de mon intervention. Donc, Jeanne, parce que quelqu'un a posé la question tout à l'heure, Jeanne enregistre cette présentation et cette présentation sera disponible, j'ai cru comprendre, sur le site de Reflet Consulting d'ici quelques temps. Voilà, donc je vais commencer par partager mon écran, si ça fonctionne. Normalement, oui. Et on va pouvoir commencer cette présentation. D'accord. Donc, Lionel, oui. Oui, Lionel, je voudrais juste rajouter à l'attention des participants que les questions seront prises à l'écrit. Donc, il y a en dessous, dans des écrans de chacun, un icône conversation. Donc, à travers ce icône, chacun pourra poser sa question ou ses questions tout au long de la présentation, et à la fin de la présentation, nous nous ferons plaisir donc de répondre à ces questions, en priorité aux questions des participants de Zoom, et si on le peut, on espère en tout cas répondre aux questions de nos des différents internautes qui nous suivent via Facebook. Parfait. Sur Zoom, vous avez la possibilité de limiter le nombre de fenêtres ouvertes, et comme il y a les slides que je vais présenter peuvent avoir des textes pour qu'elles ne soient pas cachées par les petites pastilles, n'hésitez pas soit à couper, même si vous ne le voyez plus, en tous les cas à limiter la taille des vignettes. Donc voilà, je suis effectivement fondateur de LM Consulting Emotion in Action, après avoir créé il y a à peu près 25 ans une entreprise qui s'appelle toujours, parce que je l'ai cédée et je ne l'accompagne plus, mais ça a été une partie de ma vie, une société qui s'appelait Luxury Attitude. Et donc ce que je vous propose dans un premier temps pour parler d'expérience client, voilà, c'est de faire avec vous un petit bout de chemin, mon chemin pendant 25 ans, et de voir comment cette thématique qui était un petit peu au départ underground, limitée au monde du luxe, est devenue en 25 ans un sujet stratégique central pour toutes les entreprises, en tous les cas en France, en Europe et j'imagine également en Côte d'Ivoire. Donc, je vais retracer ce petit chemin au travers d'exemples et au travers de ma perception de ce qui s'est passé à cette époque pendant ces 25 ans, pour essayer de démontrer aussi que si certains parmi vous ont ces doutes ou si certains de vos collaborateurs ont ces doutes, l'expérience client n'est pas un sujet à la mode, c'est un sujet réellement stratégique, central, et il ne faut pas le prendre à la légère, il ne faut surtout pas le prendre comme la cerise sur le gâteau, si je puis dire, il faut vraiment en faire un pilier. En 1995, l'expérience client, en tous les cas en France, en Europe, existait très très peu. Nous, on a commencé à travailler avec Luxury Attitude en 1997 et nos premiers clients ont été des hôtels de luxe, de très haut luxe à Paris, tels que le Plaza Athénée ou l'hôtel de Crillon et des dizaines, y compris en dehors de la France. Et à cette époque, finalement, on ne parlait pas encore d'expérience client, mais ces palaces, qui étaient déjà assez nombreux sur la place, avaient la conscience qu'il fallait proposer autre chose et qu'il ne fallait pas se contenter d'avoir un bel hôtel avec une belle décoration, un bon cuisinier et un bon service. Il fallait que tout ça serve à faire vivre aux clients quelque chose qui allait les marquer, qui allait finalement, bien sûr, les fidéliser, mais également leur permettre de partager leur expérience. Et leur constat, comme le nôtre à l'époque, c'est que finalement, une fois qu'on était dans un hôtel, il se passait à peu près la même chose, quel que soit l'hôtel. Les gens se comportaient de la même façon, disaient les mêmes choses. Et nous, on a commencé à travailler sur le design de service et surtout cette fameuse création de valeur ajoutée émotionnelle et relationnelle par l'humain et pour l'humain. Et ça a été un grand succès. On a d'ailleurs développé une méthode qui s'appelle le design de service, qui ensuite s'est généralisé. Et surtout ces hôtels qui étaient dans les plus beaux endroits de Paris, de la Côte d'Azur ou des grandes villes européennes et mondiales, étaient pour nous également une vitrine formidable, puisque ce sont ensuite les marques de luxe, et notamment Avenue Montaigne, à côté du Plaza Athénée, qui ont vu le changement en termes d'expérience, l'implication des collaborateurs qui était devenue de plus en plus importante, la présence de l'humain au cœur, qui se sont dit, finalement, on a les mêmes clients que ces palaces. Ils viennent dans nos boutiques en quittant ces hôtels et peut-être qu'on a le même problème que ceux qui avaient rencontré les palaces, à savoir un service et une expérience absolument pas différenciante. Et c'est comme ça qu'à partir des années 2000, ce sont des marques comme Chanel, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels ou autres qui ont voulu reproduire la méthodologie et l'approche que nous avions eue de design de service dans les palaces pour les mettre au service de l'expérience retail en boutique. On restait dans le monde du luxe,
Mais très rapidement, à partir de 2005, et en particulier avec la crise de 2008, on a commencé à voir arriver d'autres entreprises. Ce sont des marques premium ou des marques qui ont fait le choix de se positionner haut de gamme, premium, sans être tout à fait dans le luxe. Et à cette époque, on a commencé à travailler avec Nespresso, j'en reparlerai tout à l'heure, avec le Club Med, j'en reparlerai aussi, et puis des marques automobiles comme Audi. Et la crise en fait, de 2008 a conduit beaucoup d'entreprises à faire un choix. Le choix, c'était soit on se bat sur nos marchés sur la thématique du low cost, du prix, et on détruit nos marges, soit on se positionne sur le segment premium. Et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, la plupart des marchés s'étaient un peu bipolarisés et que le moyenne gamme a commencé à ne plus avoir vraiment de sens. C'est-à-dire que les gens, et les clients en particulier, voulaient soit de l'extraordinaire, du premium, voire du luxe, soit du prix. Et que finalement, le moyenne gamme n'avait plus tellement sa place. Et c'est pour ça que beaucoup de marques ont voulu finalement se positionner sur le segment premium, créer de la valeur, mettre en avant leurs équipes. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé vraiment à installer les termes d'expérience client, alors qu'avant, on parlait encore de services, de qualité et autres. À partir de 2010, et nous avons été surpris avec Luxury Attitude, et c'est ce qui nous a conduit à créer une deuxième marque, Customer Experience. Ce sont des marques auxquelles on ne s'attendait absolument pas, des enseignes auxquelles on ne s'attendait pas. Et la première, ça a été, je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne, mais c'est Système U, qui sont des magasins de grande distribution, alimentaire essentiellement, qui sont venus nous voir en disant on a un souci, ce qu'on vend ne suffit pas, nos prix ne suffisent plus, il faut qu'on crée une expérience aussi. Et c'est pour ça qu'on a créé une deuxième marque Customer Experience, parce qu'il était compliqué dans le secteur du mass market de vendre des prestations au nom de Luxury Attitude. Et puis, il ne fallait pas mélanger les deux images. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé avec la grande distribution, beaucoup avec le transport, la SNCF, Air France. On a travaillé également beaucoup avec le secteur bancaire, qui a toujours en partie ce problème-là, mais qui devait se poser la question du rôle de son retail et de l'expérience client. Et puis, bien évidemment, on a commencé à voir apparaître la place prédominante du digital à partir de cette époque où les smartphones ont commencé à apparaître. Et donc, on a vu vraiment des bouleversements. Et ce sujet d'expérience, il est devenu global. Ce n'est plus la cerise sur le gâteau de marques de luxe ou de quelques privilégiés. C'est valable pour tous. Et on parle de plus en plus d'expérience client omnicanal, sans couture. Et on a commencé à arriver à une ère un peu plus évoluée de l'expérience client. À partir de 2015, il y a eu un autre changement qui s'est opéré. Alors, c'est des grandes dates, ça ne s'est pas passé d'une année sur l'autre, mais c'est le secteur du B2B. Et on voit bien le cheminement d'abord dans le luxe, expérience, ensuite dans le premium, ensuite dans le mass market, et puis le B2B, le business to business, des entreprises qui sont venues nous voir, là encore dans le secteur bancaire, dans le secteur d'organisation de salons. On a travaillé également pour des sociétés de copieurs qui voulaient que leurs collaborateurs, lorsqu'ils viennent intervenir dans les entreprises, aient un comportement qui ne se limite pas à offrir un bon service, mais là aussi à créer une expérience, à créer du relationnel, à jouer sur les émotions. Et ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, en France, 90% des entreprises, y compris en B2B, se posent la question de l'expérience client. Après, moi, mon vœu, en tous les cas en France, c'est que ces sujets deviennent aussi de plus en plus des sujets des collectivités, des territoires, pour que finalement l'expérience client devienne aussi une expérience citoyen. Mais on en est loin, et ça, c'est un vœu que j'exprime, mais qui n'est pas tout à fait, pour l'instant, comblé. Donc voilà ce cheminement, et c'est vrai, quand on reprend ce cheminement, on s'aperçoit qu'il y a trois éléments qui ont pris une proportion considérable durant cette période. D'abord, j'en ai parlé un tout petit peu, mais l'avènement du digital qui est devenu omniprésent avec cette logique omnicanal et de sans couture. Deuxièmement, c'est l'hyperconcurrence liée notamment au digital. Les concurrents sont partout. Et avec cette hyperconcurrence, finalement, on s'est aperçu que l'innovation était de moins en moins l'outil pour se différencier dans la mesure où, quel que soit le secteur, tout le monde se copie. Et finalement, on peut parler des smartphones, on peut parler de la banque, on peut parler du transport. Je prends telle compagnie ou telle compagnie, c'est les mêmes avions, ils partent du même endroit, les prix sont à peu près équivalents. Donc finalement, l'hyperconcurrence et la banalisation a mis en avant également la nécessité de se différencier par autre chose.
et par autre chose que le prix, et c'est donc bien évidemment par l'expérience client. Et puis, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vrai que si on se replonge en 1995, nos modes de vie ont radicalement évolué. Et c'est vrai aussi que ce qui aurait pu être dit l'année dernière, en 2019, en 2020, pardon, en début d'année, est devenu encore plus vrai avec le Covid et avec toutes ses conséquences qui a finalement non pas bouleversé ces grandes tendances, mais les a rendues encore plus essentielles et rendu de fait l'expérience client encore plus centrale pour toutes les entreprises. Et aujourd'hui, les sollicitations sont multiples pour justement, celles qui ont pris un petit peu de retard, mettre le sujet de l'expérience client au cœur de leur stratégie. Donc voilà ce cheminement. Alors je ne sais pas exactement où vous en êtes et à quel stade en Côte d'Ivoire se situe l'expérience client, mais il y a des chances que vous soyez un petit peu sur cette courbe telle que je viens de la présenter. Après, on a dit tout ça, c'est un petit peu d'histoire. Je vous ai raconté un peu ma vie, les belles marques avec lesquelles j'ai travaillé, mes observations. Mais qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça change? Comme dirait George Clooney pour Nespresso, mon client, what else? Eh bien, il y a énormément de conséquences à tout ça, mais j'aurais juste en mettre une en exergue. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être leader sur son marché, ou on ne peut pas faire la course pour devenir leader sur un marché sans avoir l'ambition de devenir leader en matière d'expérience client. Et là, je vous montre l'exemple de la FNAC en France versus Amazon. La FNAC n'a pas vu venir Amazon. Ils l'ont vu ensuite venir au niveau des livres, il y a une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, la FNAC s'est fait manger en termes de volume par Amazon, et Amazon s'est positionné grâce à une expérience client que moi je qualifie de transformative, en bouleversant radicalement nos modes de consommation et nos accès aux produits. Et c'est vrai que la pandémie et tout ce qui a accompagné la pandémie a accentué cette différence. Mais ce qui est important, et ce à quoi je voudrais que vous soyez sensibles, c'est qu'en matière d'expérience client, contrairement à un réflexe que l'on a, il ne faut surtout pas se contenter de se comparer à son principal concurrent. D'une part, parce qu'il y a des chances que le client ne connaisse pas ce concurrent. Moi, je travaille en France pour EDF. Alors, c'est vrai que maintenant, on peut passer d'un fournisseur d'électricité à un autre fournisseur d'électricité, mais la majorité des clients d'EDF n'ont jamais quitté EDF et ne connaissent qu'EDF et sont incapables de comparer les prestations d'EDF avec celles de Total ou de tout autre concurrent. Et donc, à un moment donné, être meilleur qu'EDF, c'est pas être meilleur que Total sur le marché de l'énergie, pour EDF, ce n'est pas une fin en soi, parce que finalement, le client va nous comparer à ses autres références en matière d'expérience client. Donc, le concurrent de la FNAC en matière d'expérience client, ce n'est pas qu'Amazon. C'est aussi la SNCF, Air France, Apple, Total Direct Energy, Nespresso, Amazon, parce qu'en fait, le client, il est client de toutes ces marques, et même s'il va y acheter des services ou des prestations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, il est parfaitement capable de comparer l'expérience. Il peut prendre 2 mails envoyés par 2 marques, il peut prendre 2 appels téléphoniques, l'une à une banque, l'autre à sa compagnie aérienne ou à une agence de voyage. Il peut rentrer dans une boutique qui est aujourd'hui une boutique de voyage, j'en parlais, et puis aller dans un Apple Store derrière, et il va comparer tout ça. Et donc, être sur le marché de l'expérience client et avoir une stratégie d'expérience client, ça suppose de se comparer aux meilleurs du secteur de l'expérience client et pas simplement aux meilleurs de son propre secteur. Et donc de s'inspirer finalement de ce que fait Apple, de ce que fait Nespresso. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis très souvent sollicité du fait de mon expérience et des belles marques que j'ai accompagnées pour venir apporter du benchmark, des références et des petites recettes que j'ai pu aller puiser chez ces champions de l'expérience client que j'ai eu la chance d'accompagner depuis des années. Donc ça, c'est un point qui est excessivement important. Ne vous comparez pas et ne cherchez pas à créer une expérience uniquement meilleure que celle de vos concurrents, voyez plus large. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention sur un mail que j'ai reçu, puisque j'en parlais il y a quelques minutes, d'Amazon. Je ne vais pas vous le faire lire parce que c'est écrit en patte de mouche, mais je vais vous extraire quelques éléments qui sont intéressants. Premier élément, c'est Rossi de l'équipe Parler à un expert Amazon. C'est très rare dans un email de se présenter au début. Et pourtant, forcément, Rossi, que j'ai eu par ailleurs au téléphone, lorsqu'elle se présente au début, j'entends sa voix. Et je me remémore et je me replonge dans la relation qu'on avait créée au téléphone. Pourquoi faut-il attendre la fin du mail
pour avoir confirmation de qui l'a écrit. Et si cette personne se déclarait dès le début. Aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels je travaille avec EDF pour que ce soit un marqueur fort, un marqueur, une signature distinctive d'EDF par rapport à ses concurrents. Identifiez-vous, faites que vos clients s'identifient au début des mails, surtout quand on a une relation récente. Si bien évidemment on a l'habitude de s'écrire, on se connaît, c'est encore une autre histoire. Mais là, on est dans une relation client. Je voudrais m'assurer que la situation soit résolue dans les plus brefs délais. Alors, je m'engage à faire le suivi personnellement. C'est très, très important et j'ai envie de la croire. Parce que le drame, quand on reçoit des emails et qu'on nous dit qu'on s'occupe de notre dossier, c'est qu'on ne sait pas qui s'en occupe. Et on a même tendance à penser que personne ne va s'en occuper. Là, Rossi, elle me dit qu'elle va faire le nécessaire pour que ce soit réglé dans les plus brefs délais. Et elle va plus loin. Vous pouvez répondre à cet email directement. Comme ça, nous restons en communication. Ça aussi, c'est très, très important. La majorité des services clients prient pour que le client ne les contacte pas, parce que ce n'est pas toujours pour des bonnes choses. Et quand ils les ont eu en ligne, ils prient pour que le client ne les rappelle pas à nouveau. Là, ce que nous dire aussi, c'est surtout si vous avez besoin, rappelez-moi, je ferai le nécessaire pour vous. Elle se déclare disponible et elle invite le client à rester en contact. Et puis, le dernier élément, elle exprime l'ambition en matière d'expérience client, et c'est intéressant à lire. Souvent, les mails d'Amazon se concluent par cette petite phrase: nous nous efforçons de bâtir l'entreprise la plus centrée sur ses clients et merci de nous y aider. Et vous voyez au travers de ce mail, et vous n'avez pas lu ce qu'il y a entre les lignes, qu'en lisant ça, je vis une expérience qui est très, très différente du mail que j'ai reçu 5 minutes plus tôt de ma banque, de ma compagnie aérienne ou de je ne sais qui. Je me distingue, et Amazon se distingue, au travers de ses écrits, au travers de sa voix, au travers d'une expérience qui est une expérience globale. Voilà, ce qui est important, c'est d'aller chercher des références au-delà de notre secteur. Et Amazon, c'est facile de décrier, on le décrit beaucoup en ce moment, et il y a forcément des aspects un petit peu moins joyeux d'Amazon, mais c'est une source d'inspiration très importante. Maintenant, depuis tout à l'heure, je vous parle d'expérience client, mais on n'a pas défini ce qu'était l'expérience client. Et moi, je m'aperçois que il y a autant de définitions de l'expérience client qu'il y a de personnes qui en parlent et qui travaillent. Donc, je ne fais pas exception à la règle. J'ai ma définition, je vais la partager avec vous. Mais avant, je vais partager la définition du dictionnaire du marketing. L'expérience client, c'est l'ensemble des interactions physiques, digitales, téléphoniques, écrites entre une marque et ses clients. Et ces interactions génèrent un vécu. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est passé au marketing émotionnel, au marketing relationnel, et pas simplement au marketing transactionnel. Et finalement, ce qui compte dans cette logique d'expérience, c'est de dire finalement qu'est-ce que va vivre le client, qu'est-ce que va ressentir le client. Donc, l'expérience client, c'est se soucier de ce que va ressentir le client d'un point de vue fonctionnel, parce qu'on est en relation avec lui pour remplir un rôle, une mission, satisfaire un besoin, mais, et je viens de le dire, également d'un point de vue émotionnel. Et le but de l'expérience client, c'est de développer et de créer une expérience qui soit une expérience positive. Mais l'expérience client, elle peut être aussi négative. Et le propre d'une expérience client, c'est qu'elle va être partagée. Elle va être partagée par du bouche à oreille, elle va être partagée maintenant par du digital, par des réseaux sociaux, avec un écho qui est considérable. Et la plupart du temps, un client ne prend pas le temps de partager son expérience quand cette expérience est neutre. Il la partage quand elle est exceptionnelle ou quand elle est catastrophique. Donc, finalement, on n'a pas de demi-mesure en matière d'expérience. Soit, si elle est moyenne, elle n'a pas de sens, elle disparaît, elle ne permet pas de faire la différence, elle n'apporte pas de valeur ajoutée. Si elle est négative, alors là, on se met en danger. Le seul objectif d'une expérience client, c'est d'offrir un vécu fonctionnel et émotionnel positif pour le client. Moi, ma définition est un peu différente parce que je me mets toujours à la place du collaborateur qui est au contact du client et pas simplement du dirigeant, du financier, du marketeur. Et moi, je dis aux collaborateurs, c'est que finalement, vous avez un pouvoir extraordinaire. C'est que vous pouvez devenir un souvenir pour le client. Vous pouvez laisser une empreinte dans sa mémoire. Et votre rôle, c'est justement de laisser cette empreinte pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez, pour le rôle que vous avez joué au nom de la marque qui vous emploie. Et donc, ce qui est important, c'est de travailler sur l'expérience, c'est de travailler sur le souvenir. Parce que le client se souvient d'expériences qui sont attachées à des émotions, à de la relation. Et donc, cette notion de souvenir, cette notion d'empreinte, elle doit être positive, elle ne peut pas être négative, et si elle est neutre, elle disparaît et elle n'a pas de sens. Donc voilà,
c'est deux notions différentes, la notion de vécu, la notion d'interaction. Moi, c'est la notion de souvenir, la notion de mémoire, la notion d'empreinte que laisse un collaborateur et une relation entre la marque et ses clients. Je voudrais, par rapport à ça, vous donner un exemple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Chris. Je ne sais pas s'ils sont présents, pas simplement en France. C'est des opticiens. Et j'ai utilisé chez Chris, que j'ai accompagné pendant plus de 10 ans, sur lequel on a repensé la méthode commerciale, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, avec l'ESK, l'expérience de service Chris. Et j'avais utilisé cet exemple du sac virtuel, et que j'utilise d'ailleurs maintenant dans d'autres univers. L'idée, c'est de dire, finalement, quand vous faites de la vente dans le retail et dans l'optique, votre but, c'est de remplir le sac du client. Mais de remplir le sac du client avec des objets qu'il a achetés, des produits. Moi, je vous invite à imaginer et à donner au client un deuxième sac. C'est un sac virtuel que vous allez également remplir de petits moments qui vont marquer la mémoire du client, de petits détails, de petites choses. Typiquement, dans l'optique, quand, avant de vous faire essayer une monture, l'opticien prend le soin de nettoyer les branches devant vous, avant même le Covid, qu'il prend en plus de ça les lunettes qui sont les vôtres pour pouvoir vous faire essayer une autre paire et qu'il vous propose de les déposer sur un plateau, qu'ensuite il prend ce plateau et que pendant que vous faites vos essais, il vous propose de nettoyer au bain ionique vos lunettes, quand il vous installe à la table et qu'il vous tire la chaise. Finalement, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose d'un point de vue strictement fonctionnel, mais ça crée une succession de petits instants qui vont faire dire au client, cette personne est attentionnée. Chez Chris, ils sont attentionnés, ils ont le sens du détail, ils vont jusqu'au bout des choses et je me sens bien, je me sens important. Et c'est ça, ce sac virtuel. C'est peut-être 2, 3, 4, 5 petites choses qui appartiennent à la marque ou qui sont à l'initiative du collaborateur qui vont marquer la mémoire du client. Et si ce sac est suffisamment rempli, alors le client aura envie de le montrer autour de lui. Et il ne dira pas simplement « va chez Chris parce que les lunettes sont moins chères » ou parce que l'opticien est compétent. Il dira « franchement, ils sont compétents, les prix sont compétitifs, mais surtout, ils sont extraordinairement attentionnés, ils sont à mon écoute, ils sont soignés, je me sens quelqu'un d'important. » Et c'est ça qu'il va partager. Et c'est ça l'expérience. Et donc, même si vous n'êtes pas dans le retail, même si vous êtes dans le B2B, utilisez cette technique. Et même pour manager un collaborateur qui est au contact du client, dites-lui, imagine que tu as un sac virtuel avec plein de petits moments que le client va garder dans sa mémoire. Qu'est-ce que tu lui as laissé là pendant une demi-heure que tu viens de passer avec lui? C'est quoi ces petits détails? C'est quoi ces petits éléments de mémoire? Déjà, est-ce qu'ils sont positifs? Et est-ce que tu peux me les citer s'ils sont positifs? Et vous verrez que la plupart des collaborateurs, à la fin, ils vont vous dire ben non, j'ai rien mis moi dans le sac virtuel. Parce que je n'ai pas cette dynamique-là. J'ai cherché à vendre. Ah, d'accord. Donc, tu étais focus sur la vente, tu n'étais pas focus sur l'expérience. Et ben demain, tu vendras mieux parce que tu auras créé une expérience. Le client sera en confiance. Il aura envie d'acheter parce que tu l'auras mis dans des bonnes conditions. Et donc, l'expérience client, c'est conquérir de nouveaux clients, fidéliser des clients, mais c'est aussi vendre plus, vendre mieux à nos clients. Alors, on utilise souvent le terme de satisfaction pour parler d'expérience client. Je vous le disais d'ailleurs, on parle aussi de service. Moi, j'ai commencé en parlant de design de service avant de parler d'expérience client. J'aimerais juste essayer de partager avec vous ma réflexion sur la satisfaction fait partie de l'expérience client. Elle est une des composantes, mais elle n'est pas la composante essentielle de l'expérience client. Prenons, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de schéma, j'espère qu'il est lisible sur vos écrans. On a le parcours du client sur lequel vous reviendrez avec Thomas la fois prochaine. Ce parcours client, il répond à une promesse qui a été faite par la marque et à une prestation qui est attendue par le client. Et en fait, au cours de ce parcours client, la non-satisfaction et le mécontentement vient de la non-conformité. Ça peut être des irritants, ça peut être des pain points, ça peut être tout simplement de la non-conformité. Et le but de la qualité, qui poursuit comme objectif d'offrir de la conformité par rapport à la promesse qui a été faite, c'est de supprimer ces non-conformités. Et c'est pour ça qu'on met en place des process, des procédures, du contrôle. Et là, plus ces procédures sont mises en œuvre, plus on atteint de la régularité, de la constance.
Mais finalement, même si j'ai 95% de clients satisfaits, je n'ai fait que ce que j'avais promis. Imaginez que vous parliez à des enfants et que finalement, vous dites, attends, je tiens 90% de mes promesses. L'enfant vous fera remarquer que ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, il ne manque pas de vous le faire remarquer la plupart du temps. Donc, on ne peut pas se contenter quand on est une marque, surtout dans un secteur ultra concurrentiel, et surtout si les autres compétiteurs sont également compétitifs en matière de qualité de service, de la satisfaction. Parce qu'on n'est pas dans la zone haute. La zone haute, c'est la zone qui va permettre d'être dans l'enchantement. C'est la zone, en bas, c'est la zone du cerveau rationnel. C'est la zone de la tête. En haut, c'est la zone du cœur, c'est la zone des émotions, c'est la zone des sens. Et finalement, l'enchantement, c'est la capacité à dépasser la fonction pour rentrer dans la dimension émotionnelle. Et c'est ce qu'on appelle, j'en parlais tout à l'heure, et c'est ce qu'on a créé à l'époque avec Éric Perret, Luxury Attitude et autres, le design de service. C'est d'être capable, dans ce parcours client, de gommer les non-conformités par des standards, mais d'ajouter des moments forts. Quand je vous parlais de crise tout à l'heure, avec la branche de lunettes que l'on nettoie, le plateau, le fait de tirer, ce sont des pics émotionnels qui ont été créés, designés pour Chris. Ce n'est pas l'initiative d'un collaborateur. Et donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'aujourd'hui, dans votre parcours client, bien sûr qu'il faut travailler sur les irritants, qu'ils soient fluides, mais où est l'émotion? Où est le moment marquant qui va nous distinguer de nos concurrents et qui va marquer le client et qui va lui donner envie de parler de nous? Ce sont ces fameux pics émotionnels, c'est des signatures d'expérience et il faut les créer. Et c'est vrai que chez Nespresso, je voudrais partager avec vous une expérience, c'est le cas de le dire, en tous les cas, ce qui a déclenché quelque chose de très très fort en 2008. Quand j'ai commencé à travailler pour Nespresso, on a fait un design de service autour de l'expérience. Et à l'époque, Nespresso en France notamment avait un énorme succès considérable et il y avait des files d'attente très très longues devant les boutiques. Et il y en avait forcément à l'intérieur devant les comptoirs. Et même si les gens pouvaient commander sur Internet, ils avaient envie de venir en boutique. Et en fait, le service était, j'ai envie de dire, presque catastrophique. En tous les cas, très très déceptif. Il y avait plein de zones de non-conformité, tout simplement parce que les collaborateurs, qui s'appelaient des spécialistes café, étaient très empathiques à l'égard du client. Trop empathiques. Ils se mettaient à la place du client. Et en fait, ils se mettaient, et c'est là qu'ils commettaient une erreur, à la place du dernier client de la file d'attente, en se disant, celui-là, il en a pour 30 minutes minimum à attendre. Donc, il faut que j'aille très, très vite pour servir celui qui est devant moi. Et si je veux aller vite, il faut que j'aille à l'essentiel. Et si je vais à l'essentiel, j'enlève tout ce qui est superflu. Et si j'enlève tout ce qui est superflu, j'enlève tout ce qui est émotionnel. Il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus le premium. Et je me comporte comme un robot. Et bien dans ces cas-là, si un collaborateur se comporte comme un robot, mettons à la place de ce collaborateur un robot qui fera les choses de toute façon mieux. Dès lors qu'on est un humain au service d'un humain, il faut qu'on ait une valeur ajoutée émotionnelle et humaine. Et donc, tout notre travail sur ce pic émotionnel dont je vais vous parler, ça a été de trouver un symbole très fort qui allait marquer le client, mais également faire prendre conscience aux collaborateurs qu'ils avaient le pouvoir de consacrer malgré tout un petit peu de temps pour quelque chose, entre guillemets, de superflu, mais qui allait enchanter le client et qui allait peut-être faire que le dernier client dans la file allait attendre quelques minutes de plus, mais avec plaisir. Et on a mis en place, ce qui a ensuite été filmé par de nombreuses entreprises dans plein de secteurs d'activité pour être montré à leurs équipes au contact du client, la remise du sac à deux mains devant le pôle de vente. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser le sac comme il le faisait avant, le conseiller regarde son client, prend le temps de prendre le sac à deux mains, fait le tour du pôle de vente et lui remet pour qu'il puisse le prendre en main propre en l'invitant à aller faire une dégustation. Ce temps, cette action a été un déclencheur d'énormément de choses en matière d'expérience client. 3 ans plus tard, et jusque encore aujourd'hui, Nespresso, grâce à cette démarche et tout ce qui l'a accompagné, est devenu un des leaders français et mondiaux de l'expérience client et a gagné quasiment tous les prix. Et bien sûr qu'il ne suffisait pas de remettre le sac à deux mains, c'était juste un exemple, mais imaginez dans votre parcours client, identifiez déjà ce qui est émotionnel, positif et qui existe déjà, et créez ces moments forts. C'est ce dont je viens de vous parler. J'espère avoir été clair dans ces explications et que vous avez visualisé ce que je voulais exprimer. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas toujours évident. Et puis il faut aussi se dire une chose, c'est que ce geste, il a ensuite été copié, on l'a retrouvé un peu partout et donc il a perdu un peu de son impact.
Donc, le design de service, il faut le remettre au jour et à jour assez régulièrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la non-satisfaction est suffisante pour perdre un client, mais la seule satisfaction n'est pas suffisante pour le garder. Il faut donc aller dans la place supérieure, la place des émotions, avec des signatures de service et avec ce design de service. Mais, vous qui êtes client, si vous vous souvenez de moments forts, de moments d'expérience exceptionnelle, bien sûr qu'il devait y avoir des petits détails qui étaient à la main de la marque, peut-être la façon de remettre le sac, de tirer des chaises, de nettoyer les branches de lunettes, comme je viens de le dire. Mais ce qui rend le moment vraiment inoubliable, c'est la rencontre avec quelqu'un, avec un collaborateur qui a entre les mains le pouvoir d'enchanter à des niveaux incomparables avec tout ce qu'on pourra faire en matière de design de service. Et je voudrais pour ça vous raconter une petite anecdote qui est marquante, que j'ai racontée des centaines de fois tellement elle est symbolique. Il faut imaginer, je vous parlais tout à l'heure que parmi nos premiers clients, et notre premier client vraiment qui avait une visibilité mondiale, ça a été le Plaza Athénée. Et il y a quelques années, au milieu des années 2000, fin des années 2000, pardon, le directeur général, François Delahaye, nous fait part d'une anecdote. Il nous dit, j'ai reçu un mail d'un client. C'était un client américain qui avait fait fortune dans la Silicon Valley et qui avait vendu son entreprise et qui était venu passer avec sa femme, ses enfants, ses beaux-parents et quelques amis quelques jours à Paris avec son jet privé. Et il avait pris les plus belles suites, les plus belles chambres. Il en avait laissé pour quelques centaines de milliers d'euros. Et ce client, qui était nouveau client, richissime, qui en plus de ça avait été dans les plus belles boutiques, dans les plus beaux endroits, qui était forcément habitué lui aussi avec son rythme de vie à avoir un service partout exceptionnel, il a quand même pris le soin, avant de reprendre son jet, d'envoyer un mail à François Delahaye en le remerciant, mais pas pour lui dire que la chambre est très propre et que les plats qu'il a mangés au restaurant Alain Ducasse étaient exceptionnels. Non, il a écrit pour dire « J'ai vraiment vécu un moment exceptionnel chez vous grâce à vous. Et je voudrais vous remercier en particulier Maria, ma femme de chambre. » Et il raconte ensuite dans le corps du mail, un matin, dans mon dressing, j'ai retrouvé mes souliers sur un feutre rouge aux couleurs du Plaza, aux couleurs des géraniums du Plaza, qui est le symbole du Plaza. Et à l'intérieur de mes souliers, il y avait un petit sachet en feutrine, rouge également. Je l'ai ouvert et j'ai découvert à l'intérieur des lacets de chaussures usées. Et en fait, c'était mes lacets, parce que la veille, en marchant dans Paris et en nous baladant un petit peu partout, j'avais malencontreusement marché sur mes lacets, je les avais endommagés, et Maria a juste pris l'initiative de changer ses lacets. Je voudrais juste vous faire remarquer qu'à aucun moment, ça a été une signature, même si par la suite, certains ont réussi à rendre les choses plus systématiques. C'est Maria qui a pris cette initiative-là. Et c'est ce qui a changé la vie d'un millionnaire qui a tout vu, qui avait les moyens de s'offrir tout. Et là, avec peut-être 2 minutes de son temps, des lacets qui valent peut-être 3 euros, alors qu'il a dépensé des centaines de milliers d'euros, il a marqué à vie ce client-là. Parce qu'on peut être certain que cette anecdote, il l'a partagée avec ses meilleurs amis. Et d'ailleurs, Maria a bien fait, puisque depuis, moi, je passe ma vie à faire la pub du Plaza Athénée, de cette excellence de service et de cette Maria au travers de cette initiative. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le standard et le design de service, c'est des choses qui sont normées. C'est des choses qui sont cadrées. Mais le sommet de l'expérience client, c'est d'abord une culture d'entreprise, un état d'esprit et une latitude qui est laissée à chaque collaborateur pour prendre une initiative, parce qu'elle pense que cette initiative est bonne, fondée sur du professionnalisme, fondée sur de la générosité, de l'observation du client. Et pour que cette personne puisse le faire, il faut qu'elle n'ait pas peur de commettre une erreur, il faut qu'elle soit soutenue si jamais elle a commis une erreur par son management. Mais les erreurs sont très rares quand on fait les choses avec le cœur, et quand elles sont faites avec le cœur, et si jamais ça ne plaît pas au client, eh bien, il suffit de lui expliquer pourquoi les choses ont été faites. Et donc, je crois que l'expérience client, c'est à la fois cadrer ses collaborateurs et être intransigeant, notamment sur la partie basse de la satisfaction et de la qualité de service, être très, très présent. Également sur la partie des marqueurs, des signatures, telles que j'en ai parlé tout à l'heure, qui doivent être présentes, quel que soit le client, quel que soit le collaborateur, mais surtout de lui dire le pouvoir maximum en matière d'enchantement, en matière d'expérience client, c'est toi qui l'as. Donc, il faut libérer le potentiel et il faut manager l'initiative.
J'espère que cet exemple illustre bien mes propos et que vous en comprenez parfaitement le sens. C'est toujours un peu difficile, je ne vous vois pas et on ne peut pas interagir en live. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une logique qui consiste à dire que finalement, il faut faire de chaque collaborateur de l'entreprise, même un comptable, potentiellement un héros de la relation client. Parce que n'oubliez jamais qu'un comptable, il fait des relances de fournisseurs, de clients. Il envoie des courriers qui sont rarement émotionnels. Et peut-être que toute l'entreprise s'est battue pour que les clients aient une expérience extraordinaire. Et puis un jour, parce qu'il a un retard de paiement ou que la facture, il reçoit un courrier et tout s'effondre. Donc, on a le pouvoir, on a le devoir de satisfaire et le pouvoir d'enchanter, quel que soit son rôle. Bien évidemment, plus on est au contact du client, plus on a ce pouvoir par rapport à d'autres fonctions. Alors, on comprend le cheminement, la satisfaction qui est liée aux normes, aux standards pour éviter les non-conformités, les pics émotionnels. Voilà. Mais pourquoi toute cette démarche, au-delà du fait qu'on ne peut pas s'en passer pour se différencier et sur des secteurs concurrentiels? Je voudrais partager avec vous 3 axes de bénéfice de l'expérience client. Un premier axe qui est le bénéfice pour l'entreprise, un deuxième axe qui est le bénéfice pour le collaborateur qui n'est pas en position de management, et le troisième bénéfice pour le management. Sachant que le premier bénéfice de l'expérience client, c'est quand même pour le client lui-même. Pour l'entreprise, ce qui est important, c'est qu'il faut concevoir l'expérience client comme une démarche offensive. Et d'ailleurs, énormément de startups ont, comme on dit, disrupté des marchés sur l'expérience client et avec le couteau entre les dents, et on réussit de façon remarquable à faire vaciller parfois des monstres dans des entreprises très, très bien installées. Et le but, ce n'est pas de préserver les parts de marché quand on fait de l'expérience client. C'est une des conséquences, mais c'est surtout d'aller en gagner. Parce qu'aujourd'hui, le client, il va se destiner, il va se décider, bien sûr, sur le prix. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de clients, et notamment avec la crise et autres, qui sont sensibles au prix. Mais ce n'est plus suffisant. Quand le client a l'embarras du choix et que tout le monde se bat sur le prix, la différence se fera sur autre chose. Et donc, c'est un outil pour créer un avantage concurrentiel. Et je voudrais insister sur le fait que finalement, c'est très, très compliqué de copier une expérience client. Parce que c'est tellement lié à la culture d'entreprise et c'est tellement lié à l'humain que finalement, c'est beaucoup plus compliqué à copier que de copier un produit, une application ou des éléments qui sont matériels. C'est un outil de fidélisation. On en parlait, et Jeanne en parlait dès le début. On fait, grâce à l'expérience client, de nos clients des fans, des gens qui vont nous défendre, des gens qui vont accepter nos erreurs, des gens qui vont promouvoir nos services. Et c'est bien sûr le dernier sujet, hein, c'est la prescription active, le bouche à oreille. Alors bien sûr, on parle des réseaux sociaux, mais c'est le même mécanisme qui existe depuis la nuit des temps. C'est la recommandation d'un proche ou d'une personne référente. Donc l'expérience client, on ne peut pas s'en passer. Et surtout, si on s'en passe, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer par un concurrent qui, lui, ne va pas s'en passer et on va en faire un élément stratégique. Deuxième élément, pour le collaborateur lui-même, on est dans les émotions. On ne peut pas s'épanouir en n'étant que dans le standard et en appliquant des recettes et en étant contrôlé sur ce qu'il faut faire en permanence. L'expérience client, il y a de ça, on l'a dit, hein, au niveau des standards, au niveau des signatures de services, mais il y a surtout la possibilité de mieux rentrer en relation, de mieux prendre conscience de sa valeur ajoutée émotionnelle et donc de voir l'effet qu'on produit chez son client, d'être attentif aux émotions, aux mots du client et donc d'avoir une reconnaissance beaucoup plus forte et un pouvoir beaucoup plus fort. L'expérience client multiplie l'impact des collaborateurs vis-à-vis de leurs clients. Donc, plus forte valeur ajoutée, meilleure performance commerciale parce que le client achète mieux, plus quand il est dans une expérience client, plus de plaisir et puis plus de considération du client. Et c'est vrai qu'on le voit hein, dans les centres de relations clients, beaucoup se plaignent de ne pas avoir assez de considération dans les boutiques, dans pas mal de métiers qui sont en front relationnel. Avoir un merci d'un client parce que le client nous reconnaît une qualité émotionnelle et relationnelle, c'est quand même un atout considérable. Et puis, pour le management, c'est un peu une révolution. C'est une nouvelle vision ambitieuse, réaliste, créer une dynamique, mobiliser ses équipes autour d'une valeur commune. Parce que finalement, les objectifs financiers, j'ai envie de vous dire, la majorité des collaborateurs s'en moquent. Ça les dépasse et voire même, ils trouvent ça parfois indécent. Par contre, le client, ils savent ce que c'est.
et parce qu'ils sont eux-mêmes clients, parce que le client, c'est peut-être leur frère, leur mère, leur sœur, leurs amis. Et donc, finalement, le bien commun dans une entreprise, c'est l'entreprise elle-même, mais c'est surtout les clients. Donc, on a un levier formidable de culture d'entreprise, de développement d'une dynamique collective. Et donc, le management doit évoluer autour de l'expérience client. Avec un danger toutefois, c'est de maintenir quand même les standards et de ne pas libérer uniquement les énergies et faire que n'importe quoi soit possible au niveau des collaborateurs. Les conditions de succès, une fois qu'on a dit ça sur les bénéfices, je propose, alors ce n'est pas vraiment une étude, c'est un petit comparatif et des éléments que j'ai retrouvés chez 4 de mes clients qui ont plutôt bien marché et qui ont eu des reconnaissances importantes en matière d'expérience client, même s'il y a des hauts et des bas, et si vous voyagez sur Air France, vous devez savoir de quoi je parle. Club Med, Nespresso, Air France et Chris, dont j'ai déjà parlé. D'abord, la plupart du temps, l'expérience client porte un nom. Ce n'est pas juste expérience client qualité. Chez Club Med, ça s'appelle l'excellence de la considération. Chez Nespresso, c'est la vente et le modèle émotionnel. Chez Air France, c'est la relation attentionnée. Chez Chris, c'est l'esprit de service Chris. Ensuite, il y a des marqueurs. Les marqueurs, je n'en ai pas beaucoup parlé, ou plutôt j'ai utilisé, alors en fonction des entreprises, les mots n'ont pas exactement les mêmes significations, mais là, quand j'entends marqueur, c'est définir par des mots ce qu'on a envie que le client ressente, son vécu. Il veut se sentir compris, valorisé, qu'on lui ait offert du sur-mesure, c'est un peu les marqueurs du Club Med. Il veut avoir ressenti l'expertise, la personnalisation, l'attention au plaisir chez Nespresso. Et ensuite, ces marqueurs sont transformés en signatures. Tirer la chaise, remise du sac à deux mains, nettoyage des branches de lunettes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Chez Air France, bon voyage, Monsieur Meyer, bon voyage à New York, Monsieur Meyer, parce qu'on a vu que j'allais à New York, qu'on avait mon nom, et que finalement, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de dire bon vol, ou voire rien du tout. Donc, ça, c'est un travail pour aller chercher justement ce qu'on va mettre dans le sac virtuel, ces petits pics émotionnels. Après, au-delà de cette méthodologie, un nom, qu'est-ce qu'on veut faire vivre au client, comment le matérialiser par des signatures, il y a tout un travail qui est un travail hyper important, c'est que l'expérience client suppose une culture client et une orientation client au plus haut niveau de l'entreprise. Moi, mon expérience me démontre qu'on ne délègue pas l'expérience client. Ce n'est pas parce que j'ai un responsable de l'expérience client, une direction d'expérience client, que je vais y arriver. Parce que ces gens-là, ils vont ramer à contre-courant. Si le management, si le codir, si le dirigeant n'est pas investi dans la démarche, ça ne fonctionnera pas. Il faut des directions, mais comme pilotage d'ensemble. Mais il faut que ce soit le sujet de tout le monde. Il ne faut pas déresponsabiliser les autres collaborateurs, les autres directions. Il y a une logique de mise en cohérence. Le client, moi, c'est ce que j'appelle la congruence. Il faut que la promesse, le discours, la communication, l'offre et le vécu client, tout ça soit cohérent, que le client le perçoive. Parce que dès qu'il y a de la dissonance, le client est dans le doute. Il faut une approche qui est globale et solidaire. Les personnes du siège, les gens du bac, du front, les sous-traitants, les fournisseurs, l'écosystème de l'entreprise doit être mobilisé vers cet objectif. Au Club Med, il y a des prestataires. Chez Air France, il y a des prestataires. Il y a des sous-traitants qui portent la casquette Air France. Il faut que tout le monde soit investi. Il y a des gens dans les bureaux. Je vais y revenir dans quelques minutes. Il y a la symétrie des attentions, la symétrie managériale. On ne peut pas demander, prenons l'exemple d'Air France, on ne peut pas demander à un collaborateur d'être dans la relation attentionnée avec le client si son manager lui-même n'est pas dans une quête de relation attentionnée à l'égard de ses collaborateurs. On ne peut pas être dans l'excellence de la considération avec ses clients chez Club Med si le collaborateur lui-même ne se sent pas considéré par son management. Donc, il y a bien une logique de symétrie qu'il faut aller chercher. J'en ai parlé tout à l'heure, il faut favoriser, c'est pour ça qu'on retrouve souvent le mot oser, audace, initiative, il faut valoriser l'initiative individuelle. Oui, c'est possible, doit prendre le dessus sur le non, c'est pas possible. Suivi d'indicateurs qualitatifs comme le NPS, mais pas que, et réconcilier le quanti et le quali, c'est très excessivement important. Il faut, j'en ai parlé aussi, avoir une démarche omnicanale et physique. Il faut que le client ait une expérience qui soit cohérente de bout en bout et qu'il passe d'un canal à un autre avec le même ressenti à l'égard de l'entreprise. Et puis, en tous les cas, en France, il y a de nombreux prix de relations clients. Et toutes les entreprises que je cite, à un moment donné, ont senti et ont voulu être reconnues par leurs pairs parce que
c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas être simplement le champion d'expérience client dans son secteur. Il faut aller se frotter aux autres champions pour pouvoir vraiment dire qu'on a évolué et avancé sur ce thème-là. Et par rapport à ça, c'est aussi un élément très important pour reconnaître les collaborateurs. Parce que quand une entreprise revient avec un prix de relation client, il dit que à ses collaborateurs, c'est grâce à vous, c'est vous qui l'avez gagné. Voilà les grands principes qui sont d'abord des principes managériaux. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'expérience client, c'est à la fois un sujet qui est très macro, très global, très stratégique, mais le juge de paix, c'est ce qui se passe au niveau micro dans la relation one-to-one avec le client. Donc, on ne peut pas être perché à des kilomètres. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler des freins qu'il faut à un moment donné avoir en tête et qu'il faut lever. Et je vais vous prendre quelques exemples. C'est ce que moi j'appelle le syndrome du pilote de drone. On sait ce que c'est qu'un pilote de drone, en particulier dans l'armée. Il n'a pas d'affect et on ne veut pas qu'il ait d'affect. Lui, il est à des centaines et des milliers de kilomètres, il pilote un drone avec un écran et finalement, c'est un peu comme s'il jouait à une console. Et il ne doit surtout pas avoir d'affect. Et je prends cette image-là parce que bien souvent, ceux qui pilotent l'expérience client sont aux sièges sociaux, sont très éloignés du terrain et ils ne vont jamais. Et donc, il doit y avoir, pour éviter l'erreur, on doit permettre aux collaborateurs qui pilotent, qui sont dans les back-office, qui sont dans les bureaux, d'être régulièrement au contact du client. Et je voudrais juste vous parler de 2 initiatives. Chez Four Seasons, Georges V notamment à Paris, il y a ce qu'on appelle la procédure Crunch. C'est la capacité pour n'importe quel service opérationnel au contact du client d'appuyer sur un bouton. C'est la procédure Crunch. Et à partir de ce moment-là, on a la capacité de mobiliser toutes les personnes qui se trouvent dans les bureaux. Alors là, la chance, c'est que tout est sur place, au même endroit. Donc, ils prennent l'ascenseur, ils descendent et ils viennent prêter main forte, même si ce n'est pas leur métier. On peut avoir un groupe qui arrive avec 150 bagages. Si on n'a pas assez de bagagistes, crunch, et le comptable, le commercial va descendre, donner un coup de main. Ça, c'est hyper important parce que tout le monde est mobilisable pour le client, tout le monde a conscience de ce qu'est le client, tout le monde est en contact avec les gens qui côtoient au quotidien le client. Et donc, on n'est plus un pilote de drone perché dans sa tour, on est vraiment sur le terrain. Et même si de temps en temps, on pilote de loin, on a dans la tête ces moments qu'on a vécus et cette importance client. Le deuxième exemple, c'est la maison Le Nôtre, que vous connaissez peut-être, un grand traiteur en France. Tous les ans, depuis l'origine, et au départ c'était une petite boutique de Gaston Le Nôtre, tous les ans, depuis l'origine, tout le personnel du siège social a l'obligation de passer une partie des fêtes de Noël et du jour de l'an dans les boutiques pour prêter main forte au contact de la clientèle. Alors là, le siège social, il se répartit, hein, tout le monde est au même endroit comme au Four Seasons, mais au moins, tous les gens, à ce moment-là, les collaborateurs des bureaux rencontrent ceux qui sont en contact du client, rencontrent les clients et sont confrontés à la réalité de l'expérience client. Et ça, c'est excessivement important pour éviter justement le syndrome du pilote de drone. Le deuxième élément, c'est les injonctions contradictoires. On nous dit de faire de l'expérience, mais en même temps, on nous dit de faire de la prod, on nous dit de faire du quanti, du machin, du truc. Moi, je ne m'y retrouve pas dans tout ça. Et puis, en plus de ça, un coup, on nous dit de faire énormément de ventes, peu importe la façon de le faire. Et ensuite, on nous dit de faire l'expérience client. On nous enlève du personnel, on nous enlève du temps de disponibilité pour le client. On nous rajoute des tâches, y compris administratives, et on voudrait qu'on soit meilleur. Donc, à un moment donné, il va falloir réconcilier tout ça. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Et c'est pour ça que je vous parle du modèle efficionnel chez Nespresso. EFI pour efficacité, Lionel pour émotionnel. Rendre l'efficacité émotionnelle et associer les deux. Alors, je pourrais vous parler, parce que c'est aussi une technique de vente, la vente efficionnelle, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je voudrais juste vous donner un exemple qui est intéressant. Pendant des années, un des freins à une expérience exceptionnelle en boutique, ça a été que les personnes en boutique ne voulaient pas mettre en avant les services digitaux de Nespresso. Parce qu'ils se disaient, si je leur parle de l'application et du digital, ils ne vont plus venir en boutique. Et comme moi, j'ai des résultats à avoir, je vais me tirer une balle dans le pied. Et donc, ils ne parlaient pas du digital. Mais ce n'était pas de la faute des collaborateurs. C'était que le modèle, il n'était pas efficionnel. On mettait en concurrence la performance des boutiques avec la performance du digital. Le modèle efficionnel a conduit Nespresso dans une logique omnicanale et notamment, et c'est ce qui a été l'élément déclencheur, ils se sont aperçus que plus un client était à la fois dans une expérience digitale et en même temps dans une expérience physique, plus il était fan de la marque, plus il consommait. Donc, on avait un intérêt à ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour réconcilier les deux?
eh ben, ils ont tout simplement intégré la performance dans la zone de chalandise de la boutique du digital. Et donc, les boutiques n'étaient pas simplement incentivées sur leur chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires digital de leurs clients sur leur zone de chalandise. Et à partir de ce moment-là, ben, on a résolu le problème. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a énormément de choses qui s'opposent dans l'entreprise entre la quête d'expérience et puis des critères plus quanti, la prod et tous ces éléments-là. Troisième élément, et j'en ai parlé, la culture d'entreprise qui s'oppose à l'expérience client. Chez Air France, quand on a commencé à travailler sur l'expérience client, le patron même d'Air France parlait de l'industrie du transport aérien. Donc, en fait, la culture de cette entreprise était devenue une culture industrielle. On mettait un processus industriel pour faire voler des avions et mettre du personnel à l'intérieur. Donc, il y a eu tout un changement de culture et un des éléments les plus essentiels qui a transformé cette culture, c'était le mot « oser », qui était un des marqueurs de l'expérience client d'Air France. Et à l'époque, chez Air France, le problème, c'est qu'ils étaient encore marqués en 2008 par le crash effroyable de l'avion Rio-Paris, qu'on a mis pas mal de temps à retrouver et qui a vraiment traumatisé toute l'entreprise. Et donc, ils avaient mis des procédures de contrôle et la sécurité était devenue omniprésente. Et on n'avait plus le droit de rien faire, tout était sécurité. Et donc, dans le service, on nous opposait en permanence, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas la sécurité. Et avec Oser, on a débloqué quelque chose. Et je voudrais juste vous donner un exemple. Si vous avez voyagé sur Air France, vous avez certainement vu, notamment sur les écrans en moyen et long courrier, des consignes de sécurité avec ce film qui a marqué les esprits où on voyait des clients et des hôtesses sur des balançoires, où on comparait la ceinture de sécurité à la ceinture de mode, où on avait du romantisme, de la poésie, de l'esthétisme et de l'humour. Et donc, c'est ça qui est important, rien de plus sérieux que la sécurité et on a osé twister le message pour qu'il ait plus d'impact. Et à partir de ce moment-là, les gens ont regardé ce film, l'ont aimé. Et moi, je vous invite à aller sur YouTube parce que le nouveau film est sorti, Film Air France de sécurité, et là encore, on est sur ces ressorts-là. Et j'ai le plaisir de dire qu'en travaillant sur l'expérience client, on a contribué à débloquer un petit peu ça dans la culture d'entreprise. Et donc, posez-vous la question, quelle est votre culture? Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent dans la banque, et c'est la même chose en France. On n'a pas une culture client dans la banque. On a beau avoir des millions de clients, on a une culture financière, de contrôle, de sécurisation. Et le principal frein à l'expérience client, c'est cette culture-là. Et ce n'est pas au niveau des collaborateurs que ça joue, c'est dans toute la structure culturelle de l'entreprise et son organisation. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, je suis persuadé que vous savez de quoi je parle, que vous soyez client d'une banque ou que vous soyez collaborateur d'une banque. Dernier élément, c'est mon client EDF, pour vous montrer, en fait, ce qui est hyper important, c'est que c'est très facile de déclarer qu'on va bosser sur l'expérience client, qu'on va faire des trucs extraordinaires, qu'on va mobiliser. Mais, et ça a été le cas pendant quelques temps chez EDF, en fait, la plupart du temps, on reste à l'action, à l'intention, et on ne passe pas à l'action. On est dans les postures, on n'est pas dans la culture. Et la grande difficulté, ça va être de commencer par quelque chose, de trouver le petit élément qui va démontrer aux clients, tous les services de l'entreprise, aux gens qui sont au contact du client, qu'on peut agir. Et donc, il faut trouver peu d'actions, mais des actions à fort impact et les mener avec intensité. Chez EDF, on a repris, et j'en parlais tout à l'heure, ce que vous avez vu chez Amazon, notamment dans les mails, mais également pour le discours parlé. Ils n'ont plus de boutique, ils n'ont plus de contact physique, tout se passe à distance. Et ils ont tout simplement demandé, sur le thème de la proximité, à tous leurs agents, non seulement de se présenter, mais également de dire où ils étaient localisés. Parce que 100% du service client EDF est basé en France. Donc, vous avez un conseiller client. Bonjour madame, je suis Lionel, votre conseiller à Reims, en Champagne. Et donc, ça permet d'humaniser. Et si je vous dis ça, c'est que c'est une toute petite chose, mais ça a été généralisé en très, très peu de temps, avec beaucoup d'intensité. Et les clients, aujourd'hui, reconnaissent à EDF cette proximité et cette qualité de service par la disponibilité des équipes. Je vais conclure. J'ai pas vraiment dérapé parce qu'on a commencé un petit peu plus tard, mais j'ai été un petit peu plus long peut-être que ce que j'avais imaginé. J'espère ne pas vous avoir lassé. On va quand même garder un petit peu de temps pour les questions, pour ceux qui peuvent encore rester à l'écoute. Je voudrais conclure par une phrase, moi, qui m'accompagne, parce que je viens du luxe et aujourd'hui, je ne travaille plus que dans le luxe, pas uniquement dans le luxe,
Je travaille toujours sur la relation humaine, sur la place de l'humain, la valeur ajoutée relationnelle et émotionnelle par l'humain pour l'humain. Et il y a cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des hommes et pas dans Le Petit Prince, et qui dit « Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines ». Et moi, c'est ma conviction. Quel que soit le secteur d'activité, lorsque vous mettrez en avant les relations humaines, y compris dans le digital, alors vous offrirez un luxe qui fera toute la différence pour le client. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir intéressé et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Et surtout, si ce que je raconte vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre également sur LinkedIn. Il y a quelques vidéos sur ce que j'appelle l'expérience client transformative et sur mes convictions sur le sujet. Je serais très heureux que vous puissiez les découvrir pour compléter ce qu'on vient de dire ensemble et rester en contact au-delà de ce webinaire. Voilà, merci à vous. Merci infiniment, Lionel, pour cette brillante présentation. C'est vrai que ça a paru court parce qu'il y avait tellement d'informations intéressantes que je suis sûre que, comme moi, la majorité des participants n'avaient pas du tout envie que ça finisse. Et pour revenir, en tout cas brièvement, sur ce qui m'a le plus marqué, moi, dans toute cette présentation, c'est le volet émotion. Quand on parle d'expérience client, c'est qu'est-ce que je fais vivre à mon client. Chaque fois qu'il est en interaction avec moi, avec quel sentiment il repart, et que la satisfaction, c'est véritablement la base. C'est la base du contrat, en réalité, signé avec le client, ce pourquoi il a payé. C'est être satisfait par le produit et par le service. Donc, quand on parle d'expérience client, ça veut dire qu'on s'engage à passer à l'étape supérieure, à émerveiller le client de sorte à ce que cet instant passé soit mémorable et qu'il n'ait même aucun autre choix que d'en parler encore et donc d'impacter d'autres personnes et les emmener à utiliser donc ce produit et ce service. Et donc, qui fait vivre cette expérience mémorable au client? Mais ce sont les employés. Ce sont les employés, mais tous les employés, parce qu'on a tendance à penser que ce sont les employés du back-office, les commerciaux, les vendeurs, etc., les gestionnaires de compte. On se dit, bon, ok, c'est votre affaire. Mais à la fin de la journée, comment je suis un gestionnaire de compte et que je promets à un client qu'il aura son prêt qui sera accordé en 48 heures et que le service juridique met 72 heures à faire ces différentes vérifications, à la fin de la journée, mon client, il n'est pas satisfait du tout. Donc, c'est vraiment au niveau de chaque entreprise d'inculquer cette notion de satisfaction client qui doit être complètement généralisée. Et généralisée comment? Parce qu'elle doit être portée d'abord par la direction générale qui doit en faire son cheval de bataille et l'inclure, la faire transparaître complètement dans la culture d'entreprise et puis se baser sur l'exemplarité. C'est-à-dire tous les managers doivent s'assurer qu'ils dépeignent effectivement tous les comportements qu'ils veulent voir faire par leurs collaborateurs, de sorte à ce que ça rentre dans la normalité de la gestion des différentes interactions avec les clients. On va passer maintenant aux questions. Je pense qu'il y en a, quelques-unes. On a déjà Andrea qui demande comment, parce qu'au début de ton intervention, tu avais parlé de se comparer, pas de se comparer forcément à son plus gros concurrent, mais de se comparer aux entités du secteur qui ont la meilleure expérience client. Donc, elle demandait, mais comment est-ce que je fais pour savoir l'expérience client que les autres proposent? Est-ce que je fais appel à un expert? Est-ce que ce sont des chiffres que je peux trouver disponibles quelque part? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que j'arrive, moi, à évaluer la qualité d'expérience client des autres acteurs de mon marché? Alors, de mon marché, dans la plupart des gros secteurs, il y a des études qui sont menées ou que l'entreprise peut mener par des cabinets spécialisés, mais ça peut être aussi assez onéreux. Mais ça existe. Après, quand on est en B2B, on n'est pas obligé de se comparer au secteur B2B parce que c'est toujours un peu compliqué d'aller tester un service B2B, même s'il est excellent, sur quelque chose dont on n'a pas besoin dans l'entreprise.
Je pense que quand on est dans le B2B, on peut s'inspirer du B2C. Et notamment, la principale inspiration, c'est ce qu'on vit en tant que client. Et c'est pour ça que quand on mobilise aussi les équipes sur l'expérience client, on ne va pas leur sortir des études avec des chiffres et des camemberts. On va leur dire, écoute, sur ton temps de travail, tu vas aller dans un palace pour voir c'est quoi un service de luxe. Tu vas aller dans une boutique qui est réputée très bonne, voire même réputée pas bonne du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la culture sur l'expérience client, elle peut être donnée par des chiffres, par des études, elle peut être donnée par son propre vécu dès lors qu'on est attentif, elle peut être donnée par ses collaborateurs qui ont eux-mêmes du vécu, elle peut être donnée aussi par des livres. Il y a énormément de littérature sur l'expérience client. Là, récemment, j'ai fait une petite vidéo pour un de mes clients sur Zappos, par exemple. Et Zappos, c'est pas présent en France, c'est pas présent chez vous, c'est présent qu'aux États-Unis. Et c'est une entreprise qui a une culture d'entreprise tournée client, tournée collaborateur, autour du plaisir, qui est absolument exceptionnelle. Donc, il y a énormément de sources d'inspiration. Ça, c'est pour moi le premier élément. Après, il y a des blogs, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur tout ça, vous êtes nourri ici. Dès lors que vous êtes dans l'écosystème, vous êtes nourri de plein d'informations. Après, la deuxième partie de la question, c'est comment je mesure mon expérience client. Et donc, il faut trouver des indicateurs. L'indicateur aujourd'hui qui a le plus le vent en poupe, c'est le NPS, le Net Promoter Score, qui finalement reconnaît et distingue les clients en trois catégories. Les promoteurs, en gros ceux qui ont eu une expérience très positive, les neutres, ceux qui ont juste été satisfaits et qui ne resteront pas, et les détracteurs qui sont en dessous de la satisfaction. Donc le NPS, au travers de son calcul, est un très bon indicateur finalement dynamique des résultats. Je n'ai pas une vision très précise de ce qui a fait le résultat, mais j'ai une vision du résultat. C'est un thermomètre qui est assez extraordinaire, à condition qu'il soit bien utilisé, à condition que les questions soient bien posées et à condition qu'il ne soit pas mal exploité par le management pour en faire un outil de pression managériale. Mais le NPS est un très bon outil. Après, il y a des indices d'intention de réachat du client qui peuvent être aussi le fruit finalement de l'expérience, parce que plus le client a eu une bonne expérience, plus si on lui demande son intention de réachat, il ira. Donc on peut les interroger sur ces critères-là. Il y a aussi des indices mais pour moi, on n'est pas vraiment dans l'expérience, on est plutôt dans la partie basse, c'est de pénibilité d'accès au service. On leur demande de juger. Et bien évidemment, plus on se rapproche de la note la plus élevée ou la plus basse en fonction du sens dans lequel on prend l'indicateur, plus ça veut dire qu'on est au-delà de la satisfaction dans quelque chose d'extraordinaire. Si j'ai dit j'ai eu zéro pénibilité lorsque j'ai accédé à ce service, ça veut dire que j'étais déjà dans l'émotion. Donc, il y a pas mal d'indicateurs, mais et ces indicateurs-là ne sont pas forcément très onéreux à mettre en place. Et l'avantage de ces indicateurs, c'est qu'ils sont un peu universels, ils sont devenus universels. Donc, c'est assez facile d'avoir de la littérature et de se dire, ben, par exemple, Nespresso, en France, a en moyenne X 72 ou 80% de Net Promoter Score. Quand moi, je suis à 30%, je sais que j'ai du chemin à faire. Après, voilà, on sait par exemple que les banques, pendant très longtemps, ont eu un NPS négatif, sauf les banques digitales. Et quand on a des secteurs qui sont en NPS négatif, ça veut dire qu'on est des générateurs de détracteurs. Donc, plus on travaille, plus on rend les clients mécontents. C'est un concept assez… Mais en même temps, ce n'est pas facile dans la banque d'enchanter le client. Et comme vous l'avez très bien démontré, Jeanne, quand on est au contact du client, on est énormément tributaire de tous les autres services, le bac, la sécurité, le juridique, l'informatique. Et donc, on a beau y mettre son cœur, ça ne suffit pas toujours. J'espère avoir répondu à cette question. Oui, tout à fait. Ce qu'on avait… Donc, à ce niveau-là, il y a deux considérations. Donc, déjà, quand je veux, moi, en tant qu'entreprise, évaluer le niveau de satisfaction de mes clients actuels, en ce moment-là, j'ai effectivement la panoplie d'études dont tu viens de parler, les NPS, etc. Et le NPS, effectivement, est une enquête qui est très précise parce que
nous avons ici des clients dans le secteur bancaire avec lesquels nous avons fait un NPS, et ça a permis véritablement de savoir, de pouvoir déceler exactement quel est le niveau de recommandation, mais aller bien au-delà, savoir quels sont les freins, quelles sont les motivations, etc. des clients, et donc savoir exactement, mais voilà les éléments sur lesquels je dois travailler, voilà les irritants que je dois supprimer au maximum dans le parcours client, et ainsi améliorer l'expérience client. Et donc, d'autre part, lorsque on veut évaluer le niveau de l'expérience client des concurrents, c'est vrai qu'ici, on a moins de données disponibles. Donc, l'alternative serait, par exemple, d'organiser une petite enquête client mystère qu'on ferait personnellement, où on enverrait des éléments de son équipe, aller donc chez ses concurrents, demander par exemple une ouverture de compte ou une réservation de chambre, etc. dans un hôtel. Et puis en ce moment-là, de voir exactement, mais comment est-ce que je suis traitée, comment est-ce que mon parcours est simplifié ou pas, etc. Et en ce moment-là, ça me permet d'avoir une idée sur le niveau donc, de l'expérience client chez les autres acteurs de mon marché. Absolument. Je voudrais, si vous me permettez, Jeanne, une autre partie de la question, c'était est-ce qu'il faut un expert? Bien sûr, je vais vous vendre. Oui, je vais vous dire qu'il faut un expert, mais pas parce que je suis considéré comme un expert. C'est que combien de fois je suis intervenu dans des entreprises après 2 ans, 3 ans, quand les choses ont été faites en interne et quand notamment on a nommé quelqu'un en charge de l'expérience client. Et comme je vous disais tout à l'heure, cette personne-là, déjà, encore faut-il qu'elle ait une expérience, et il n'y a pas tant que ça de personnes qui ont une vraie expérience dans l'expérience client. Mais le problème, ce n'est pas l'expérience. Le problème, c'est est-ce qu'elle a le pouvoir et quel est son niveau de pouvoir et d'influence. Or, comme cette personne vient souvent de l'extérieur, elle n'a pas les canaux, donc elle a du mal à trouver sa position. Et si elle vient de l'intérieur, bon courage aussi, parce que encore faut-il qu'elle soit reconnue comme compétente sur ce sujet-là. J'ai envie de dire que le seul cas où on peut se passer d'un expert et avoir des résultats, c'est quand l'expert et celui qui prend le sujet, c'est le boss. Parce que là, lui, il a le pouvoir, il a l'autorité, il met son énergie et personne ne va le contredire. Exactement. Et dans le cas contraire, ça ne veut pas dire que le boss, et je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas être impliqué, mais il ne peut pas non plus faire que ça et y mettre toute l'énergie. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des patrons avec qui j'ai travaillé, dont j'ai été les conseils, mais qui prenaient ce sujet de l'expérience client à bras-le-corps. Donc là, c'est la combinaison gagnante. Parce que le gros intérêt qu'a l'expert aussi, c'est d'apporter, par rapport à la question qui a été posée, des benchmarks et des comparatifs de ce qui a marché dans d'autres entreprises, pour éviter de recommettre les autres erreurs. Donc, c'est comme si vous voulez redécorer votre appartement, vous pouvez le faire, vous pouvez avoir un certain talent, mais un expert vous apportera autre chose. Et puis, à partir du moment où on l'a payé, l'expert, on l'écoute. Ce n'est pas parce qu'un salarié est payé qu'on l'écoute quand il vous dit quelque chose en matière d'expérience client. Et il y a beaucoup de personnes dans une entreprise qui ont un intérêt opposé à celui de l'expérience client. Donc, voilà, changer la culture, être actif, le fait d'être accompagné, ça peut être une aide assez considérable pour éviter de la frustration aussi et des résultats. D'accord. Merci Lionel. J'ai une autre question qui est relative aux entreprises donc, qui sont 100% digitales. Donc, toutes les interactions se font en ligne. Et en ce moment-là, la question que ce dont je pose, c'est de savoir, mais comment est-ce que je parviens à un pic émotionnel avec ces clients, vu qu'il n'y a pas d'interaction physique? Alors, je ne crois pas durablement à des interactions 100% digitales. Pour une raison déjà, c'est qu'une des grandes missions aujourd'hui des services clients, c'est d'assurer le SAV du digital. Parce que le digital peut planter, le digital a aussi ses limites puisqu'il ne traite que des cas qui ont été préalablement identifiés. Et quand une entreprise se développe, elle est confrontée à des nouvelles problématiques. Donc, dans la plupart des entreprises, même digitales, à partir d'une certaine taille,
il y a un service client. Et donc, il y a une relation qui, même si c'est par chat, même si c'est par email, est quand même avec une emprise humaine. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Je vais même un petit peu plus loin. Dans le e-commerce, il y a de plus en plus d'entreprises qui font le choix de lieux physiques. Et si vous lisez Zappos, qui est une entreprise qui a été rachetée d'ailleurs par Amazon, et Tony Hsieh en a été un des dirigeants symboliques. Il est décédé récemment en mois de janvier dans un accident. Toujours est-il que lui, il aurait pu faire quelque chose de 100% digital, mais non seulement il a mis un service client, il a mis le 7 sur 7, 24 sur 24 bien en évidence avec le numéro sur toutes ses pages. Et en fait, il disait à tous ses clients, appelez-nous. Parce qu'il savait l'impact de l'humain. Et que finalement, un client qui nous appelle, et parce qu'on a mis les moyens, c'est un client qui consommera plus, qui parlera plus de nous. Donc, un des éléments de réponse, c'est de dire, est-ce qu'on peut durablement, dans un modèle, même digital, se passer de l'humain? Moi, personnellement, et même quand on aura le maximum d'intelligence artificielle, j'y crois pas trop. Et je pense qu'à partir d'une certaine taille critique, l'entreprise a quand même besoin de cet humain. Après, le deuxième élément, c'est que le digital est éminemment émotionnel. Moi, je me souviendrai toute ma vie, la première fois que j'ai découvert le service Uber par une amie qui l'utilisait à la sortie d'un restaurant. Quand j'ai vu la petite carte avec le petit point qui bougeait, avec le nom du taxi qui n'était pas un taxi, et la plaque, et le temps d'attente, et le prix, il n'y avait pas d'humain là-dedans. Tout était digital. Mais j'en ai pris plein les yeux, plein les émotions, plein de surprises. Et c'était éminemment humain aussi comme approche, puisque j'avais la photo également de la personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, y compris dans une approche digitale et dans des outils digitaux, on peut y intégrer des émotions, des sens, de la surprise et même de la relation. Et donc, il ne faut surtout pas penser que dans le digital, on n'est pas là-dedans. Le digital est éminemment relationnel. Et tout ce qui va avec est éminemment relationnel. Et si on veut être relationnel, il faut de l'humain, il faut des émotions. Absolument. Absolument. J'ai Vianney, je pense que c'est la dernière question, qui demande est-ce que les études, donc les enquêtes qui sont utilisées pour évaluer l'expérience client, est-ce que ces enquêtes peuvent également être utilisées pour évaluer l'enchantement du client? Alors, en fait, je voudrais compléter par quelque chose. De plus en plus, il y a des laboratoires qui travaillent sur l'intelligence artificielle qui sont en train de travailler sur le décryptage émotionnel. Et notamment, alors aujourd'hui, c'est surtout très au point et très utilisé sur les écrits. Et c'est pour ça que, mais les écrits, il n'y a pas les intonations, il n'y a pas les nuances, et il n'y a pas les variations. Et en fait, vous avez des modèles qui analysent la sémantique et qui placent les émotions, y compris sur l'oral, mais en fait, ils traduisent l'oral en écrit, et ensuite, cet écrit-là est analysé d'un point de vue émotionnel et sémantique. Et donc, vous avez énormément de potentielle richesse dès lors que l'algorithme est bon et qu'il n'est pas biaisé dès le départ. Et notamment, vous pouvez dire que 80% de mes appels ont engendré une évolution émotionnelle positive. C'est-à-dire qu'on est parti d'une émotion neutre ou négative et on a abouti à une émotion positive. Ou à l'inverse, 30% de vos appels ont conduit à une détérioration de la perception émotionnelle. Et là, c'est l'analyse. Et ça ne coûte pas forcément très, très cher. Ce qui coûte la plupart du temps assez cher, c'est d'installer le système pour qu'il y ait de la reconnaissance propre à l'entreprise, à son champ sémantique et tout un tas de choses. Mais une fois que la base est mise, ce n'est pas forcément très onéreux et on peut le faire très régulièrement. Maintenant, il y a des nouveaux outils qui analysent, sans passer par l'écrit, l'impact émotionnel en se fiant à la dilatation des pupilles, si jamais c'est filmé, y compris à la dilatation des pupilles du conseiller, qui se fie
parfois même à des capteurs qui sont des capteurs sensoriels sur la peau, mais surtout aux intonations de la voix. Et donc, on arrive à avoir des études très, très, très précises et automatisées qui permettent d'évoluer. Donc ça, c'est l'avenir. Et cette technologie, elle est disponible un peu partout. Après, c'est une question de moyens. Mais pour répondre à votre question, les autres études sont des études qui sont fondées sur l'humain. Et donc, en gros, on envoie des enquêteurs qui font des visites mystères, des appels mystères et autres, et ils ont des grilles. Et ensuite, dans cette grille, il y a des critères qui sont des critères objectifs, qui peuvent être des standards ou des signatures qu'on va aller chercher, et puis des critères qui sont un peu plus subjectifs, qui sont de l'ordre du ressenti. Et on demande la plupart du temps à l'enquêteur d'exprimer ce qu'il a ressenti sous forme d'émotion, mais en utilisant des verbatims ou des éléments de preuve pour justifier le pourquoi de son ressenti. Et donc oui, il y a des outils qui sont très compétents. Mais bien évidemment, le KPI, c'est très simple. On envoie un SMS au client, pas le KPI, pardon, le NPS, je dis des bêtises. C'est très simple, on envoie un SMS, un email, il répond. C'est très peu intrusif. Et la plupart du temps, ça ne donne pas forcément beaucoup d'informations si vous voulez le faire au plus grand nombre. Et on ne rentre pas dans le détail. Si vous voulez avoir des détails et des analyses plus poussées, notamment émotionnelles, forcément, c'est un budget et un investissement un peu supérieur. Mais il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui au niveau de technologie et au niveau humain, et ça va évoluer de plus en plus. Tout à fait, tout à fait. Et je suis d'accord avec le point que ça va évoluer de plus en plus parce que c'est effectivement dans cette direction que toutes les entreprises s'orientent, qu'elles le veuillent ou pas, parce qu'il se joue là, il se joue la pérennité de l'entreprise, son développement, etc. Donc, c'est où je vais dans l'expérience client, l'enchantement client et je survis, sinon, c'est ma mort assurée en tant qu'entreprise. Absolument. Et d'ailleurs, vous remarquez à quel point toute entreprise qui se crée, quel que soit le secteur, intègre dans sa création l'expérience client. Et à quel point toutes les entreprises, quand elles se développent, oublient un petit peu l'expérience client. Et c'est ça qui est malheureusement un peu dommage. Et plus elles sont grosses, plus c'est compliqué pour elles. D'accord. Mais la bonne nouvelle, moi, ce que je trouve très intéressant dans l'expérience client, c'est que ça permet aux nouveaux entrants dans un marché, donc même des plus petites entreprises, de pouvoir se faire une place sans avoir forcément besoin de s'engager dans de gros budgets de communication, etc., mais de pouvoir toucher la cible avec donc une stratégie d'expérience client qui est bien orientée et bien menée. Je vous invite, et je fais ma pub, à aller sur LinkedIn, suivre soit une intervention que j'ai faite pour Esprit de Service France, c'est ma dernière vidéo, ou une autre qui s'appelait Passer du storytelling au story sharing. Et ce qui est excessivement important, c'est que le principe du story sharing par rapport au storytelling, c'est que le storytelling, l'entreprise paye, raconte son histoire et il faut des budgets. Le story sharing, c'est l'histoire qui est racontée par le client. Et donc, c'est le client qui partage son expérience. Donc, le moteur de marketing aujourd'hui le plus puissant et le moins onéreux, c'est l'expérience client. Parce que l'expérience client fait vivre une expérience au client qui a un ressenti, qui va ensuite le partager, notamment sur les réseaux sociaux, et qui va devenir, on en parlait tout à l'heure, le bouche à oreille, mais à grande échelle. Donc oui, quand on a peu de budget ou quand on est une grosse entreprise et qu'on a compris à quel point on pouvait influer par l'expérience le discours de nos clients et en faire une caisse de résonance énorme, alors on a tout compris. Tout compris. D'accord. Merci beaucoup, Lionel. Je pense que je vais… Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout. Et puis, voilà, j'espère qu'on aura le plaisir de recroiser nos routes. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de service d'un petit consultant parisien, Jeanne, mettez-vous en contact avec Jeanne et on se fera un plaisir d'essayer ensemble de vous accompagner, de vous faire vivre et de faire vivre surtout à vos clients et vos collaborateurs des belles expériences. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci pour votre écoute. Okay. Merci à tous nos participants et on se retrouve bientôt sur nos prochains webinaires. Bonne fin de journée. Bonsoir. Au revoir.